Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Parfois l'homme de Sébastien Bailly. Parfois l'homme. Qui est cet homme ? Cet homme, c'est peut-être vous, c'est peut-être moi, c'est peut-être n'importe quel homme. Et cet homme, parfois, eh bien, on le voit vivre selon différentes possibilités, durant plusieurs destins qui n'en forment aussi qu'un seul. Tout commence évidemment par la naissance et tout finira par la mort, et entre deux, tout est possible. Cela commence donc par un premier chapitre où l'homme pousse un premier cri, découvre son prénom, commence éventuellement à se poser quelques questions essentielles et grandit naturellement, vaille que vaille. « 001 » L'homme naît dans une pièce à carreaux de faïence, à l'éclairage brut au néon. Sa mère, jambes écartées dans la position la moins pudique qui soit, le père, la main broyée au rythme des contractions, et dans l'autre un caméscope, un téléphone, un appareil pour immortaliser l'événement, parce qu'il faut garder une trace et trouver quelque chose à faire quand on est le père. On effacera finalement les images, personne n'est à son avantage dans ces moments-là. Ça crie, ça pleure, ça griffe. On regrette d'avoir refusé la péridurale pour vivre pleinement le moment. On réclame la péridurale, mais il est trop tard. Il faut bien être et que les choses commencent quelque part, dans l'odeur de l'eau oxygénée, de la sueur et les hurlements des sages-femmes, à la recherche dans les couloirs de l'obstétricien en chef qui pourrait démêler une situation plus complexe que prévu. Il arriverait en short, une partie de tennis interrompue, en smoking, exfiltré d'un cocktail, en porte-jartel, mais ce serait plus rare et difficile à expliquer. Parfois, l'homme naît dans l'ambulance, appelé trop tard, au bord de l'autoroute, dans le salon, la salle de bain, la chambre à coucher, à bord d'un avion, dans un bus et, plus rarement, dans un cabanon de plage. Les pompiers sont en photo dans le journal local et racontent qu'ils ont fait leur devoir et que la mère a été très courageuse. Elle avait déjà perdu les os à leur arrivée. Par chance, tout se sera bien passé, pas de difficultés particulières. D'ailleurs, pendant des siècles, c'est ainsi qu'on est né, et l'humanité ne s'en est pas portée plus mal. L'homme, quoi qu'il en soit, ne s'en souvient pas, et l'on peut lui raconter ce qu'on veut, forger les légendes familiales, dire la difficulté d'une naissance par le siège, d'une césarienne inopinée ou d'un cordon autour du cou. Un visage violacé, un premier cri, un massage cardiaque, des semaines en couveuse. Son petit corps, peau contre peau, et la recherche réflexe avide du sein. Il commence à se passer quelque chose, et s'il crie toutes les nuits les premières semaines, provoquant chez ses parents une hébétude profonde, c'est à cause d'une clavicule cassée au passage du col de l'utérus. L'homme naît, et on en fait déjà toute une histoire. On choisit dans la liste de naissance le landau, la girafe en caoutchouc, la collection de bavoirs assortis, la grenouillère mauve. Les grands-parents investissent dans une poussette hors de prix et les bonnes copines offrent à la maman un week-end au spa, pour un peu plus tard, quand elle commencera à voir le jour. Mais elle ne verra plus le jour pendant une bonne vingtaine d'années. Et ça, il n'y a personne pour le lui dire. Le temps qu'elle comprenne, le spa aura fait faillite. Voilà la naissance. Et cet homme qui vient de naître, ou ces hommes, parce qu'au fond il y en a plusieurs, ou il y a plusieurs possibilités d'hommes qui naissent, eh bien on va le suivre, on va les suivre, on va en suivre les différents avatars durant
toute la vie. Un deuxième chapitre, ce sera où l'homme éprouve des sentiments, part en vacances, découvre le pouvoir des mots et souvent s'ennuie grave. C'est l'adolescence. L'homme tombe amoureux. Il est encore à l'école primaire, c'est même pas encore l'adolescence. Il la trouve jolie, elle ne le regarde pas. Elle lui demande d'être son amie, il ne s'y attendait pas. Elle habite près de chez lui, forcément, puisqu'ils vont à la même école. Ils font un bout de chemin ensemble. Elle lui demande d'embrasser son médaillon. Il trouve ça bizarre, il se trouve bizarre. Il ne sait pas très bien ce qu'il doit faire, lui prendre la main, la prendre dans ses bras, l'embrasser. Il n'ose pas. Elle ne le fait pas non plus. Elle l'invite, elle a fait avec sa mère un gâteau à la crème, trop coloré, trop sucré. Ils sont trop jeunes, inexpérimentés. Leur histoire tient plus du stage d'observation que du contrat à durée indéterminée. Alors ils s'observent, deux bêtes curieuses. Ils se renifleraient. Elle est mignonne, plutôt jolie. Ce n'est pas vraiment un jeu pour faire comme les grands, c'est un peu plus sérieux que ça. Il ne met pas de mots. Les mots, ce sera pour plus tard. C'est sa petite amie, ils passent un peu plus de temps ensemble à ne rien se dire. Il n'y a plus, entre elle et lui, la frontière invisible qui sépare les filles et garçons dans la cour. Il a déjà été amoureux, une sorte d'amoureux transi qui ne dit rien à celle qu'il dévore du regard. Forcément, il ne s'était pas passé grand-chose. Cette fois, une étape de plus a été franchie. Mais il sent bien que ce n'est pas encore tout à fait ça. Il n'a pas de référence à laquelle comparer la situation. Elle déménage à la fin de l'année. Il ne s'est rien vraiment passé. Il a eu une première aventure, une relation privilégiée, un premier goût d'inachevé. L'homme a 10 ans. L'amour lui semble une chose très compliquée. Il se demande comment il la retrouvera. Elle est partie sans laisser d'adresse. Il n'oubliera jamais son prénom. Ce gâteau écœurant, leur dernier après-midi, et les adultes qui n'ont pas compris ce qui se jouait lorsqu'ils les ont séparés. Et voilà, les premiers émois. Et on continue à suivre cet homme qui ensuite, dans le 3e chapitre, c'est où l'homme cherche des moyens pour s'occuper, un plan convenable pour la suite, ce qu'il pourra, ou ce qu'il pourrait plutôt bien faire pour attirer l'attention, et comment devenir adulte. Là voilà, l'adolescence, c'est l'âge adulte qui est compliqué et qui ouvre là encore plus de possibles. Que va-t-il faire de sa vie? Et puis, 4e chapitre, où l'homme ne devrait pas avoir de soucis particuliers et reprend du dessert. Mais c'est déjà renoncer et sentir l'automne arriver au loin. Parfois, l'homme ne se rend pas compte. L'homme décroche un job d'été. Il faut croire que les jobs sont accrochés quelque part, comme des chapeaux à leur patère, et qu'il n'y a qu'à les décrocher. Bien né, car on est plus ou moins bien, l'homme bénéficie d'un réseau, et décrocher le job ne demande pas d'aptitude particulière. Le haut de forme lui sied naturellement, son port de tête est parfait. Mais parfois la patère semble inaccessible. L'homme doit se mettre au saut en hauteur, à la voltige, trouver au moins un escabeau sur lequel se hisser et envoyer des centaines de CV à des milliers de patrons potentiels pour enfin décrocher le job. S'il a de la chance, il portera de travers un chapeau mou trop petit, un melon élimé. L'important est que l'homme travail. Et on entre cette fois dans un autre monde, le monde des adultes, et puis on cherche à y faire sa place, et à nouveau on voit ces différentes potentialités, et ce qui fait le charme de ce livre, c'est précisément que à un moment ou à un autre on se reconnaît. Parfois, évidemment, on ne se reconnaît pas, nous n'avons pas tous les mêmes vies, mais
il y a comme un fil qui relie les hommes. Évidemment, il s'agit d'hommes et non de femmes ici. Mais ces hommes sont variés et sont pourtant toujours des hommes. Et ça continue, où l'homme travaille et tente d'organiser sa vie affective et économique. Parfois, il essaye d'échapper à la routine. Mais à quoi bon? Il y a le mariage, il y a le divorce, il y a les enfants, il y a aussi l'homme qui s'exerce à ne rien faire. L'homme s'exerce à ne rien faire. Il reste assis, il attend. Il ne s'ennuie pas, le temps passe. Qu'il l'occupe ou non n'y change rien. L'homme est seul et il attend. 1 heure ou 2. Il attend qu'il soit l'heure. Il pourrait lire, regarder un film. Il pourrait s'activer, repeindre une fenêtre, régler un problème administratif, répondre à un courrier. Il pourrait agir comme tant d'autres le font, ou s'ennuyer. Il ne s'ennuie pas. Il pourrait méditer, il ne médite pas. Il ne cherche pas à s'occuper. Simplement le temps passe et il aura plus tard quelque chose à faire. Il doit parfois donner le change. L'homme est intimement persuadé que faire quelque chose plutôt que rien n'a pas vraiment d'importance. D'ailleurs, si la plupart des gens se contentaient de ne rien faire, le monde n'irait pas beaucoup plus mal. C'est pourtant ce qu'on lui demande, ce qu'il fait, ce qu'il a fait de sa journée, de sa semaine, de son week-end, ce qu'il a prévu, quels sont ses projets. Mourir. Mourir lui semble le seul projet sûr. Et il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre, s'asseoir et attendre. Ça viendra. Ce n'est pas une dépression, il n'y a rien de triste. Pas de larmes, pas la moindre pression, pas de difficulté. L'homme attend son heure. Il pourvoit à ses besoins essentiels. Il dort, se lave, mange même. Mais évidemment, les hommes font des choses aussi. Et puis, les hommes vieillissent. Les hommes commencent par se reproduire, ou l'homme se reproduit, prend des décisions, puis un coup de vieux. Il voudrait changer des choses, mais c'est trop tard. Raté. Et puis, il y a la pente finale, où l'homme trouve que tout passe de plus en plus vite et qu'il devient difficile de suivre la cadence. Il se bat un peu, avec plus ou moins de conviction, se souvient que ce n'était pas si mal avant, et meurt, assez logiquement. Et donc, le dernier chapitre, il est attendu, les vies sont multiples, mais elles se terminent toujours par la mort. Il y a donc des surprises dans ce livre-là et en même temps quelque chose d'universel. L'homme, parfois, c'est ça. Et l'homme, toujours, c'est la naissance, c'est la mort aussi. L'homme est assis devant la baie vitrée. Moutonnement d'eau vague, ciel chargé d'embrun, falaise obscurcie par le vent nocturne, air marin épaissi de bourrasques, comme une tempête sourde qui frappe aux fenêtres, et bientôt des éclairs, et plus rien de visible que les raies de l'eau à l'extérieur, sur la surface tremblante des doubles vitrages. C'est la voiture sous les rouleaux du lavage automatique, le hublot de la machine qui essore le linge, le jet à haute pression sur les murs à décaper. La violence des rafales l'inquiète. N'aurait-il pas été plus prudent de baisser le volet roulant? Mais il claquerait, grinçant, comme pris d'une folie incontrôlable. L'homme est assis devant la baie vitrée. Ciel rose orangé, traîné de poudre d'argent. Évanescence, odeur de pain humide et chants d'oiseaux lyres, saluant l'arrivée du jour. La mer est irisée d'éclats jaunes, violets, pourpres. Mer étale.
longue plage de silence respectueux. Tout s'arrête un instant. Suspension. Suspension. Et le mouvement reprend. La brise et les odeurs de pin, les passereaux qui piaillent au jour jaillissant. Le ciel vire au bleu pâle et fonce. L'homme est assis devant la baie vitrée. La mer sur les rochers offre un décor de carte postale, net et plat, comme une émotion tellement partagée qu'il n'en reste que le souvenir terni par l'usage. L'ombre d'un pin parasol centenaire se découpe sur un horizon tacheté de nuages épars. Solitaire et insignifiant, l'arbre n'apporte rien à l'ensemble 1000 fois vu, envoyé, reçu par la poste. Message impersonnel. Tout se passe à merveille, beau paysage. Nous vous embrassons. Et la signature n'importe pas plus que le reste. La vie continue. L'homme est assis devant la baie vitrée. À l'horizon, une voile blanche gonflée par un vent du sud. Elle se rapproche. C'est une goélette, et peut-être du neuf. Chaque navire est un espoir d'abord, depuis toujours, un risque aussi. Des pillards, des pirates, des mercenaires sans foi ni loi qui débarquent, volent, pillent, enlèvent les jeunes filles et repartent comme ils sont venus. Chaque voile blanche à l'horizon est la promesse d'un rebondissement, de combats à l'épée, de flibustiers, de bateaux qui se brisent dans le brouillard, sur un récif aux arêtes tranchantes, à quelques encablures d'une île au trésor oublié. Un amour qui pose le pied sur le quai et chamboule l'équilibre des choses. L'homme est assis devant la baie vitrée, nuit noire. Ce qu'il voit, c'est un visage méconnaissable, marqué par les années, les déceptions, le temps passé à scruter l'océan et à espérer un retour, entreapercevant rarement les reflets d'un fantôme dans les éclats brisés de la marée sur la côte. Ce qu'il voit, c'est la montée des eaux, et bientôt les vagues qui brisent les baies vitrées et emportent tout avec elles. Il y a une mélancolie profonde à la fin de cette vie d'homme, de ces vies d'hommes, de nos vies d'hommes, peut-être. Et sans entrer dans la vie d'un homme, Sébastien Bailly parvient à nous faire ressentir ce que la vie de l'homme, d'un homme indéterminé, de l'homme, non pas avec un grand H, l'homme dans ce qu'il a de banal et pourtant d'à chaque fois unique, il parvient à nous faire ressentir ce que c'est qu'une vie d'homme, de son début à sa fin, avec tout ce qui peut se passer entre deux. Parfois l'homme, Sébastien Bailly.